Merci, bonjour à tous. Je m'appelle donc Benoît Charles Lavozelle. En 2011, j'ai lancé une entreprise juste après avoir terminé mes études. Me voici ici avec un ami qui s'appelle Fabrice Bernard. Cette start-up s'appelle Allomatch, qui est un moteur de recherche pour trouver le bar où vous avez les matchs que vous voulez aller voir, par exemple. Au bout d'un certain temps, on s'est rendu compte que le marché n'était pas aussi prometteur, porteur qu'on l'espérait. Alors on a cherché à mieux comprendre ce qu'on pouvait faire, car les bars, on a eu du mal à les convaincre. Leur sens du business n'est pas très développé. En tout cas, c'est ce que nous avons compris, moi-même, et n'étaient pas prêts à payer quoi que ce soit pour le service, en tout cas pas beaucoup. Après 2 ans d'exploitation, on était à court de trésorerie, on ne savait pas comment payer les salaires à la fin du mois, mais on avait 2 actifs. Tout d'abord, parce que mon partenaire Fabrice était aussi un ingénieur, on a pu s'entourer d'une équipe technique solide. Et le deuxième actif dont on pouvait se prévaloir, c'était que nous avions fait une sorte de pépinière et d'autres startups se tournaient vers nous pour nous demander des conseils. Un jour, une startup s'est tournée vers nous, ils cherchaient quelqu'un pour développer un logiciel de clientèle pour son entreprise. C'était une bonne opportunité. Nous avions besoin d'argent, nous avions l'équipe technique, donc on pouvait sans doute faire quelque chose pour... La société s'appelait Chrysalide, était spécialisée dans l'auditing de l'accès aux bâtiments publics. Nous avons totalement bouleversé leur entreprise, d'une entreprise travaillant avec un papier et un crayon et une entreprise complètement sur Internet. Et on a réduit les délais de développement de 3 semaines à 2 à 3 jours. C'était une grande réussite et on s'est bien amusé d'ailleurs. Donc en 2009, on a décidé de créer Théodo. Mais les 3 premières années de Théodo, entre 2009 et 2012, ne furent pas à la hauteur des espérances d'une lune de miel, disons. Pourquoi? Eh bien, nous travaillions dans un contexte avec des contrats au forfait et à la fin de chaque projet, les clients voulaient tout changer. Et à ce moment-là se présentaient 2 possibilités. En tout cas, à chaque fois, 2 possibilités. On pouvait accepter de tout changer et alors mettre notre entreprise en danger financier ou refuser et laisser un client insatisfait. Donc les clients étaient effectivement frustrés et en colère parce que la plupart du temps on refusait parce que ce n'était pas financièrement viable. Et j'ai une anecdote à vous raconter. Une fois, un client appelé Pascal, il est d'ailleurs sur ce transparent mais on le cache, a été tellement frustré qu'il m'a menacé de me casser les genoux. J'étais plus fort que lui, donc je ne créais pas grand-chose. Mais il m'a menacé si je ne développais pas des choses pour gratuitement, quoi. Donc, bon, on s'est arrangé. En tout cas, on a décidé de laisser tomber ce statu quo. On s'est dit qu'il fallait développer les logiciels d'entreprise qui apporteraient une réelle valeur à leurs clients, mais aussi qui soit rentable et aiderait les employés à se développer et à progresser. C'est donc le voyage qui continue, qui est toujours en cours. Je vais vous parler de 3 histoires qui l'illustrent. La première, c'est le modèle économique. La deuxième, c'est celle du recrutement et la troisième sur les ventes, le commercial. La première, donc, le modèle économique. On avait au début de nombreux problèmes. Le premier qu'on voulait résoudre, c'était la satisfaction des clients. Donc Fabrice et moi-même avons exploré plusieurs hypothèses et on a décidé de passer à celle de la méthodologie. On voulait examiner la méthodologie, peut-être
celle qu'on utilisait n'était pas la meilleure. C'était une réaction classique, je pense, pour les jeunes ingénieurs que nous étions à l'époque. Quand vous êtes perdu, la meilleure chose à faire, c'est de se tourner vers les bonnes pratiques. Et en termes de développement logiciel, une bonne idée, c'est de regarder Google, Amazon, Facebook et essayer de trouver quel est le secret de ceux qui ont réussi, comment ont-ils pu réussir de mettre en place des fonctionnalités qui fonctionnent pour des millions d'utilisateurs et si rapidement. Et en fait, on n'a pas tardé. Il s'agissait simplement de googler la chose. Et qu'est-ce que vous voyez? Quand vous googlez, on voit beaucoup de... On trouve le lean, bien sûr, mais il y a deux mots qui nous ont semblé très importants. C'est l'agilité, agile, et aussi Scrum, la mêlée, hein, si vous voulez. Alors, on avait une nouvelle solution pour un projet qui s'appelait Suivi Plus. Et voici les résultats qu'on a obtenus. L'équipe a passé 3 fois plus de temps sur le projet que prévu. Ce qu'on a construit était tellement éloigné des besoins du client qu'ils ne l'ont jamais utilisé. C'était un échec total et une perte de temps totale, et c'était vraiment une grosse déception parce qu'on avait cherché à appliquer tout ce qu'on pouvait comprendre sur le Scrum, des réunions quotidiennes, la description des processus, examen, rétrospective, planification. On avait une équipe de Scrum avec tout le chef de Scrum, on avait tout appliqué tel que c'était écrit dans les règles. On avait suivi le manuel et pourtant ça n'avait pas marché. Donc peut-être avait-on sauté dans la mêlée un peu trop rapidement, disons. Donc peut-être que la méthodologie n'était pas le problème principal. Alors on a essayé de voir ce qui s'est passé après sur ce projet. On a vu que le propriétaire du produit était un développeur, parce que le client ne voulait pas être le maître d'ouvrage. Il nous a dit, faites votre travail, développez les fonctionnalités en fonction du cahier des charges. Moi, j'ai pas le temps de consacrer de plus à votre jeu. Je crois que c'est ainsi qu'il a formulé les choses. Et sur le projet, lorsqu'on lui a demandé plus de détails sur les fonctionnalités, il nous fallait attendre au moins 5 semaines, enfin une semaine avant d'avoir la réponse. Quand on a fini une fonctionnalité, qu'on lui demandait de valider, rien ne se passait, en fait, jusqu'à la fin du projet. On s'est rendu compte que ce dont on avait vraiment besoin, c'était l'implication du client sur son propre projet, dans son propre projet. Mais l'on ne savait pas comment y parvenir. Par chance, à l'époque, je lisais un livre assez connu qui s'appelle Freakonomics. Cet ouvrage donne une démonstration surprenante sur le pouvoir des encouragements, des incitations, des incentives. Et à cette lecture, je me suis rendu compte que sur les contrats à prix fixe, que les clients soient impliqués ou non, ça lui coûtait la même chose. Et pire encore, il s'attendait au même résultat. Tout était bien sûr écrit dans les cahiers des charges. Donc, alors il était clair que notre modèle économique ne générait pas les bonnes incitations. C'est ce qu'on a conclu. Donc on s'est dit, on va essayer des contrats basés sur la durée. Dans ce cadre, le client aura une incitation à avoir une équipe productive, comme si c'était sa propre équipe de production, en raccourcissant les délais. Donc on a essayé de le proposer à nos clients et nos nouveaux clients prospectifs. Et ce qu'ils nous ont dit, non, 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 merci, non, non, non.
Non, pas vraiment. Ils l'ont dit poliment. Ils ont dit oui, ça a l'air très, très bon, très beau. Mais vous voyez, moi j'ai besoin de savoir exactement combien ça va me coûter et je ne suis pas certain qu'avec cette nouvelle méthodologie, j'en saurai grand-chose. Et au fait, disait le client, je ne suis pas, sûr que j'ai besoin de cette histoire d'agilité dont vous me parlez là. Donc peut-être qu'on avait une solution, mais on n'avait pas les clients pour l'acheter. Quelques semaines plus tard, j'ai eu le même débat à la fin d'un projet, le projet Yuka. Et pour être honnête, je vais vous dire, c'était pas un échange très amical, parce que le client, Adrien en l'occurrence, c'est son prénom, était vraiment en colère. Il m'a dit que, à son avis, on était vraiment absolument, on manquait totalement de flexibilité à la fin du projet, qu'on avait refusé tous les changements qu'il avait demandés. Et en fait, ce n'était pas vrai. En tout cas, à mon avis, ça n'était pas vrai. Je pensais qu'il avait complètement bouffé mes marges parce que j'ai accepté beaucoup de choses. Donc moi aussi, je n'étais pas vraiment dans les meilleures dispositions. Et comme j'étais irrité, je lui ai dit, non, c'est ta faute à toi. Parce qu'en fait, au début du projet, je t'ai proposé deux moyens de procéder, de travailler ensemble, de collaborer. Et je lui avais proposé effectivement de travailler d'une manière plus agile sur cette base du temps passé, chose qu'il avait refusée. Et il avait préféré travailler sur un système au forfait, au préfixe. Et il n'a pas accepté. Et là, je veux dire qu'à ce stade, je l'ai rencontré il y a une semaine et je lui ai dit que je l'ai remercié pour ce qu'il m'a dit à l'époque que je vais vous répéter là maintenant. Il m'a dit à l'époque, c'est vous les experts, c'est vous qui vous ne devriez pas me donner de choix, mais me prescrire le modèle qui, moi, va me permettre de réussir. Il m'a dit, c'est comme, je vais voir le docteur, et il me demande quel traitement je préfère. C'est vous le docteur, c'est pas moi. C'est à vous de me prescrire le bon médicament. Et alors moi, je suis resté sur les... Ça m'a coupé les jambes. Et alors après, je lui ai posé la question, qui semble naturelle. Je lui ai dit, bon, alors, si je ne t'avais pas donné le choix à l'époque, et que je t'avais proposé simplement la méthode agile, est-ce que tu aurais accepté de travailler avec nous? Il y a réfléchi un moment, et il a répondu, bah, probablement non, en fait. Donc, c'était un peu la situation tragique à laquelle on était confronté il y a encore 2 ans et demi. Je pouvais choisir entre deux options qui, toutes deux, nous menaient à l'échec. La première, c'était de continuer de travailler en cascade avec des contrats au forfait et obtenir les mauvais résultats qu'on avait engrangés à ce jour, ou d'imposer l'agilité et changer de méthode et de modèle économique. Mais le risque, c'est que le client risquait de se tourner vers la concurrence. Pas très alléchant comme choix. Et pourtant, on a pris le choix. On a pris la décision. Pourquoi? Parce que je pense que, en fait, ce n'était pas du tout rationnel, mais on a décidé de le faire car on préférait être pauvre et honnête, ou honnête et pauvre, ou pas aussi pauvre, mais complètement déprimé. Et pour vous montrer les résultats auxquels on est arrivé, voyons l'évolution donc des chiffres de Théodo entre-temps. On a multiplié notre revenu par 4 en 2 années. Donc ça fonctionnait, on peut le dire. Et pourquoi de tels résultats? Car comme on le sait, celui qui est parti de zéro pour arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Mais 30% de nos résultats, c'était des clients qui faisaient appel à nous de nouveau. En 2013, même si on avait refusé des nouveaux clients, on aurait quand même eu une croissance de 50%. Et pourquoi? Je vous le demande. Eh bien, parce que les clients, maintenant, sont satisfaits
aussi satisfaits aujourd'hui qu'ils étaient insatisfaits dans le passé. Et est-ce qu'on a des KPI là-dessus? Oui, à la fin de chaque semaine, on envoie une enquête de satisfaction à nos clients et leur demande s'ils recommanderaient Théodo ou non. Et 99% disent oui. J'ai donc appris et je pense que c'est quelque chose de fantastique. C'est qu'en tant que société de développement de logiciels, on n'a pas à choisir entre honnêteté et rentabilité. On n'a pas à faire ce choix-là. C'était la première histoire, le modèle économique. Et la deuxième, c'est celle du recrutement, naturellement. Pourquoi? Parce que, en fait, c'était super d'avoir des clients satisfaits, mais le problème, c'est qu'on a eu une grosse demande brusque, brutale même de la demande. Et si on ne trouvait pas de développeurs rapidement à recruter, nos clients très rapidement se retrouveraient insatisfaits. Donc le premier problème à résoudre, c'était la qualité, parce qu'avant de recruter en masse, il fallait savoir comment recruter les bons éléments en développement. Et parfois, on a essuyé quelques petits revers. Un exemple, c'est pas son vrai nom. Il s'appelait pas Damien, mais parfois on a recruté des Damiens, des nanars, si l'on peut dire, qui n'étaient pas forcément les meilleurs en termes de développement. Et ces mauvais recrutements ont engendré des problèmes. D'abord, ça met le projet en danger. Deuxièmement, cela démotive le reste de l'équipe, les autres développeurs. Et enfin, ça met en jeu la réputation de la société, de l'entreprise. Et le pire, je pense que c'est que ça nous prenait beaucoup trop de temps à se rendre compte de l'erreur et à réagir. Et il faut s'en rendre compte et réagir. Et puis réagir, c'est jamais très facile quand vous êtes le patron, vous savez, pour ce type de problème. Donc le processus de recrutement en 2011 ressemblait à ceci. Un processus très simple. L'avantage de ce processus, c'est qu'il est simple sur papier, mais tout à fait inefficace. Alors, Fabrice, à l'époque, avait lu un livre qui s'appelait Smart and Get It Done, un livre de Joel Spolsky, qui traite de la manière de recruter les meilleurs talents. Donc, Fabrice l'a lu. Et le pire, c'est qu'il a compris ce qu'il a lu. Et donc, ce que dit Joel Spolsky dans ce livre, c'est est-ce que vous embaucheriez un magicien sans lui demander de vous montrer quelques-uns de ses trucs de magie? La réponse est non, bien sûr. Et pour lui donc, et je veux dire pour moi aussi, parce que je pense la même manière, il en va de même pour les développeurs. Si vous voulez savoir si le type est bon ou pas, et j'inclus la femme avec, il faut lui donner un sens de fierté. Donc par conséquent, on a progressivement, pas du jour au lendemain, on a mis en œuvre dans le nouveau processus des tests techniques pour eux. L'un c'est une séance avec un architecte. Les résultats étaient très probants parce que depuis, on a pu recruter 30 nouveaux développeurs sans autre erreur de recrutement depuis. Maintenant qu'on avait résolu une partie du problème qualité, parce que ce n'est pas facile non plus au départ, il fallait traiter le problème de la quantité, parce qu'il n'est pas la même chose de recruter 5 nouveaux développeurs en 2011 et d'en recruter 24 en 2014. Donc il fallait nous améliorer sous tous les aspects. Au début de 2013, nous faisions de nombreuses entrevues et avec des résultats peu glorieux. Donc on s'est dit, il faut qu'on élimine le déchet. Où était la fuite, si je peux dire? Et c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte que seuls 50% des personnes qui se présentaient pour le boulot acceptaient la proposition qu'on leur fait. 11 sur 21 acceptaient la proposition entre le troisième trimestre de 2002 et le premier de 2014.
Bon, c'était des statistiques peu glorieuses, effectivement. On a essayé de comprendre pourquoi. Et la solution, si vous voulez comprendre pourquoi, c'est de demander d'abord à vos clients. Les clients, ce sont les candidats qui avaient refusé les propositions. Donc, on a se retourné vers eux pour faire ce qu'on appelle un post-mortem. Et voici ce qu'ils ont répondu. Le site n'est pas très bon, le salaire n'est pas intéressant, le bureau n'est pas cool, la société est trop petite, etc., etc. On n'a pas identifié des tendances particulières et on se rendait compte qu'on perdait ces candidats au dernier moment et ça ne nous a pas mis en lumière la solution, en fait, ce post-mortem, mais on s'est dit qu'on voulait quand même revoir ces candidats parce qu'on se disait vraiment que notre proposition de valeur qu'on avait alors soumettre était bonne. Donc on a décidé qu'on ferait la dernière proposition en tête-à-tête. Donc à partir du début de 2013, c'est le choix qu'on a fait. Donc, quels en ont été les résultats? On avait un taux de conversion de 50% avant et ensuite on arrivait à un taux de conversion de 90%. Donc, vous voyez, la solution la plus simple est sans doute souvent la meilleure. Donc, avec ça, on a pu embaucher en 2014 d'embaucher 12 nouveaux développeurs, mais je pense encore qu'on a beaucoup à apprendre car nous sommes en retard. C'est un diagramme qu'on utilise quasiment pour tout, en fait. On aurait dû en embaucher 5 de plus, donc on est en retard sur les prévisions. Et maintenant, ma troisième histoire, c'est celle des ventes. Alors, on a eu beaucoup de pertes et en 2013, on a eu des pertes de près de 130 000 € en quelques mois. Alors, je pense que le plus gros danger possible pour une société de consulting, de service, c'est parce que lorsque les développeurs ne sont pas au boulot, ils se sentent désœuvrés, inutiles. Et le pire, c'est qu'ils cessent de faire des progrès. Et en plus, ça met la société en danger financier parce que vous payez des salaires sans revenus en contrepartie. Et c'est pourquoi chez Theodo, la norme la plus importante, la règle, c'est un niveau de 100% de recrutement et d'emploi. Et on s'est rendu compte que le problème était facile à comprendre et à résoudre parce qu'un seul développeur d'affaires alimentait les développeurs de logiciels. Donc, je me dis, qu'est-ce que font les autres? Donc, j'ai demandé à deux d'entre eux, c'est un vendredi à la fin de la semaine, mi-juin en 2013, et j'aurais demandé une question très simple. J'aurais demandé, quel est votre boulot finalement? Ils n'ont pas répondu très rapidement à cette question en fait. Mais après, ils sont mis à parler et ils ont beaucoup dit, on vend des missions d'architecture, des équipes de développeurs, du consulting RH, la formation Scrum, etc. Non. Moi, je voulais simplement entendre une seule réponse, c'est d'obtenir un 100% d'emploi et d'utilisation des personnels. Et en fait, la seule personne qui vendait, c'était Julien. C'était le seul qui avait accès au tableur de staffing qui, en fait, se trouvait sur mon ordinateur. Donc,
On a décidé de simplifier la liste de staffing. Ce qu'on a fait, c'est la liste de staffing. On a créé ce concept de la boîte rouge ou verte. Alors, donc, une boîte, c'est une semaine pour un développeur. Une boîte verte, c'est quand le développeur a déjà un projet ou aura un projet cette semaine. Et la boîte rouge, cela veut dire que nous devons trouver un projet pour ce développeur cette semaine. Donc ça semble assez simple. Après avoir simplifié les choses, on s'est dit qu'on allait rendre cette liste un peu plus lisible. Tout d'abord, on a mis cela sur le tableau de développement d'affaires. Ensuite, on l'a affiché dans la cuisine pour que tout le monde le voit, parce que tout le monde passe à la cuisine, évidemment. Et tout le monde se sent concerné. Et ensuite, on a fait apparaître les encouragements pour que l'équipe commerciale ne soit encouragée et récompensée que sur le nombre de boîtes vertes. Et grâce à la clarté de ce modèle, chaque développeur d'affaires est maintenant focalisé là-dessus. En 2013, on n'avait qu'un seul développeur d'affaires qui était vraiment efficace. En 2014, on en a 5. Développeurs d'affaires qui ont obtenu des résultats. Et chacun dans l'entreprise maintenant se sent impliqué. Donc, le problème, enfin l'un des problèmes était réglé, mais il en restait d'autres. Parce que dans notre activité, il est difficile d'avoir de la visibilité. Généralement, on a 1 ou 2 mois de visibilité. Donc, régulièrement, on fait ce qu'on appelle une crise de staffing. Visuellement, vous voyez ce que ça fait. C'est une vague de boîtes rouges. Alors, ça donne un peu l'état de santé de la société. Et c'est ce qui s'est passé cette année. En juin 2014, la vague de boîtes rouges est arrivée. Donc, j'en parlais avec Antoine Pontal, mon coach de ligne, et il m'a suggéré de faire une réunion sur le terrain, sur le tas, une réunion stand-up, qu'on les appelle debout. Et bon, alors, au début, pendant 30 minutes, les 3 développeurs d'affaires parlaient de projets qui commenceraient dans 1 ou 2 mois de là. Et pendant ces 30 minutes, ils n'ont pas une seule fois cité les 6 développeurs qui seraient disponibles pendant 2 semaines. Alors, et moi, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'équipe ne savait pas comment réagir à ça. Et grâce à ce processus, on a pu mettre en place une riposte plutôt que d'attendre. Lorsqu'on a une crise de staffing, on essaie de voir les projets sur lesquels on travaille. On essaie de voir l'historique de projets de chacun des développeurs, car leur disponibilité peut intéresser les clients avec lesquels ils ont déjà travaillé. On regarde les points forts de chaque développeur pour identifier quels sont les projets sont les plus probants avec eux. On a aussi créé des groupes WhatsApp, car dans ces réunions sur le tas, il n'y avait que 3 développeurs d'affaires, donc ça veut dire qu'il y en avait d'autres qui étaient absents. Et à la fin de chaque réunion stand-up, donc on pouvait informer les autres et chaque développeur pouvait réagir immédiatement. Donc, on a fait des gros progrès dans 2 domaines. Réaction à court terme, grâce à ces orientations de staffing, et au long terme, grâce à un alignement stratégique. Ce qui nous a donné des très bons résultats en 2014. Cette année, pour toute l'année, donc, on a eu des niveaux d'effectifs à 100%. Ce qui veut dire, c'est qu'il n'y a pas eu une seule journée où un développeur s'est trouvé sans projet à traiter. Bien entendu,
Ça ne résout pas tous les problèmes. Et j'aimerais vous parler d'un autre problème qu'on a rencontré. En fait, vendent des projets, mais en fait, ils ne savent pas comment trouver de nouveaux, trouver de nouveaux prospects. C'est un problème énorme pour nous parce que notre croissance est évidemment très rapide et c'est un problème de monter en puissance. Alors, il faut trouver des nouvelles affaires, ça c'est clair. On a trouvé en 2013 14 nouvelles affaires comparées à 2 auparavant. On a commencé à penser que nous avions des pouvoirs magiques. J'ai entendu cette phrase-là. Fabrice et Benoît, ils créent des prospects comme des magiciens. Ils ont un réseau incroyable. Et ainsi de suite. En même temps, tout le monde nous a raconté, vous devriez appeler à froid, un peu de prospection, il faut acheter une base de données et vous les appelez les uns après les autres. On a fait l'essai et on ne savait pas comment faire, donc on a commencé à recruter un coach pour ça et 2 business développeurs ont travaillé pendant 10 jours. Voici les résultats. Après 10 jours de travail, 2 prospects, c'est bien. Seulement un a converti en 2000 € de boulot. C'était donc un échec retentissant. Heureusement, il y a quelques mois de ça, l'un de nos développeurs souhaitait résoudre ce problème. C'est donc Pierre-Olivier que voici. Il a commencé donc à essayer de comprendre ce qui se passait et il s'est rendu compte de quelque chose d'étonnant. On n'est pas les seuls à trouver des prospects. Un développeur qui est arrivé en octobre 2013 a ramené déjà 2 nouvelles ventes. Donc c'est mieux que les prospects, ce sont des ventes. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? En fait, elle faisait exactement ce que Fabrice et moi en faisaient. On déjeunait avec des gens qu'elle connaissait, elle essayait d'aider et donner des nouvelles. En un seul mot, ce n'était pas des appels à froid, c'était du réseautage. Et en tant que puissance magique, ce n'était pas le pouvoir magique, c'était juste le réseautage. Donc on a mis en place récemment des formations en tête-à-tête, en face-à-face, pour expliquer ce qu'il faut faire si vous voulez faire du réseautage. Et on a un tableau de réseautage pour valoriser les objectifs et l'activité. Les résultats. Je n'ai rien à montrer en fait parce que c'est trop récent. Je vous montrerai l'année prochaine si je suis invité encore. Mais je suis très optimiste. Pour conclure, je veux dire quelque chose de très positif. J'ai appris que nous avons un potentiel étonnant dans nos sociétés. Ce potentiel, c'est en fait les personnes qui y travaillent. Et vous avez un processus avec 3 étapes pour réaliser ça. Il faut définir la réussite, clarifier les attentes, enseigner les gestes de base, il faut qu'ils comprennent et de connaître pour réussir, et leur enseigner comment résoudre des nouveaux problèmes. Donc j'ai quelque chose à vous demander, au moins au manager ici. Lorsque vous revenez à votre travail lundi, prenez une de vos personnes et posez-lui la question, quel est votre boulot? Ça sera difficile. Si lui ou elle répond quelque chose d'inattendu, écoutez en silence. Prenez le risque. Ça sera le début d'une longue journée, d'une longue voyage. Merci.